refuser la cruauté du monde. Le temps d'aimer est venu. C'est aux éditions du Rocher. Et on va s'attarder d'abord sur le titre, avec cette phrase qui est presque christique. Le temps d'aimer est venu. Vous trouvez qu'on manque d'amour aujourd'hui ? Si je me suis... l'idée de ce livre est née pendant le confinement. Ouais. On a tous tellement souffert de cet effondrement des tendresses. Et d'ailleurs, je commence ce livre par les visites que je faisais à ma maman en EHPAD, juste avant le confinement. Et donc, quand le confinement est arrivé et que j'ai vu les gens tellement souffrir de ne pas pouvoir aller voir leurs anciens, j'ai partagé cette douleur, en fait. Et aux deux extrémités, finalement, les deux parties de la population les plus vulnérables, c'est-à-dire les anciens, et puis les très jeunes, et les ados qui ont été enfermés, ou les étudiants qui ont été enfermés. Et après cette période d'effondrement des tendresses, et quand j'ai vu la politique, les décisions politiques aussi cruelles, aussi brutales, je me suis dit, mais j'ai donné 30 ans de ma vie à la politique et je vois comment les choses sont gérées. Et ensuite, dans la parole du désespoir des gens, cette parole, elle n'a pas été prise en compte. Et donc, ce livre, c'est aussi un peu leur donner la parole par rapport aux souffrances qui ont eu lieu, mais aussi un discours optimiste pour dire, mais non, la politique, ça peut être aussi autre chose. Encore de l'espoir pour vous. Et ça peut faire confiance, on peut aussi faire confiance aux gens pour qu'il y ait une intelligence collective. Vous y croyez encore ? Il y a beaucoup de Français, on en reparlera tout à l'heure, qui me disent, moi, Cyril, on n'y croit plus. On ne croit plus en la politique, on ne croit plus en rien. On préférait limite que tout reparte à zéro, qu'on soit dans le chaos, parce que quoi qu'il arrive, on a voté à droite, ça s'est mal passé, à gauche aussi, au milieu aussi, donc aujourd'hui on n'y croit plus. Vous y croyez vous encore ? Est-ce que vous y croyez ? Il faut y croire, parce que sinon il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus d'espoir. Et quand on voit aujourd'hui certains jeunes dire, mais à quoi bon donner naissance à des enfants dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec la crise climatique et avec cet effondrement de la politique, moi, ça me fait mal au cœur, parce que si on échoue à transmettre cette envie de transmettre à nouveau la vie, on échoue sur tout. Et donc, je pense, qu'il y a d'autres choses, d'autres façons de faire. D'où ce livre. Vous savez, le grand historien Marc Bloch disait « Notre peuple mérite d'être mis dans la confidence ». Il mérite d'être associé aux décisions qui le concernent. C'était une phrase magnifique. On en parlera tout à l'heure, parce que est-ce qu'on parle assez aux Français actuellement ? Est-ce qu'on les écoute assez ? On en a parlé tous les deux, Ségolène Royal. On en reparlera tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais vous dire, juste pour prendre un exemple, moi, on a toujours dit aux Français, si vous travaillez, si vous avez un travail, si vous travaillez tous les jours de 9h à 19h, vous allez pouvoir vous en sortir. Aujourd'hui, le problème qu'on a en France, c'est qu'il y a de plus en plus de Français qui travaillent tous les jours et qui s'en sortent pas. Et qui s'en sortent pas très vite dans le mois. Notamment à cause de l'inflation. Donc là, et la hausse des prix, il y a quand même d'autres façons de faire. D'autres pays ont réussi, par exemple, à baisser la TVA. C'est-à-dire l'écoute qu'on doit apporter à ceux qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois malgré leur travail. Il faut apporter des réponses à cela. Et les réponses, elles sont réalisables si on considère... Parce qu'il y a deux façons d'exercer le pouvoir. Soit aimer le pouvoir pour le pouvoir, soit aimer les gens qui vous ont donné le pouvoir, avec la préoccupation permanente de leur faire du bien et pas de rester arc-bouté sur des décisions parce qu'on les a annoncées ou parce qu'on les a prises. Vous pensez qu'un homme politique, il peut dire « je me suis trompé ». Voilà, un président ou un Premier ministre qui peut dire « je me suis trompé, je crois que j'ai fait une erreur, je vais parler aux Français, je vais leur dire que j'ai fait une erreur. Voilà, j'avoue, je vais revenir en arrière. » Est-ce que vous l'auriez fait, vous, si vous aviez été... Bien sûr, je l'ai fait. Je l'ai fait pour la taxe sur les bonnets rouges, souvenez-vous. Exactement, c'était l'équivalent de la taxe carbone, je l'ai retiré. Vous êtes rendu compte que c'était... Vous aviez fait une erreur en discutant avec les Français ? Oui, en discutant avec les gens. En discutant avec les camionneurs en particulier. Les camionneurs m'ont dit non, on va bloquer la France. On a acheté les barbecues et les brochettes, etc. Et quand ils m'ont dit on a acheté les barbecues et les brochettes, j'ai regardé, j'ai vu qu'ils avaient raison dans l'objection contre l'écotaxe. Parce qu'on voyait les transporteurs de chou-fleur de Bretagne qui payaient plus cher que les grands transporteurs internationaux qui prenaient l'essence en Belgique, qui traversaient la France, qui reprenaient l'essence en Espagne, donc qui laissaient donc vous êtes revenu en arrière. Produits en France, et donc j'ai arrêté. Et quand les Gilets jaunes ont commencé, j'ai appelé Emmanuel Macron. Rarement je le fais, mais là je l'ai fait parce que je me suis dit mais c'est exactement la répétition de la crise sociale précédente. Il faut arrêter tout de suite. Et faute d'avoir arrêté tout de suite, il y a eu cette souffrance pendant des mois de tous les côtés d'ailleurs. Donc je pense que, comme je le dis dans le livre, parce que je décortique 30 ans de vie politique pour montrer comment il peut y avoir des dérapages dans l'exercice du pouvoir
Et comment on peut faire autrement? Le mot amour est cité 178 fois dans le livre. Daniel, ça vous fait rêver. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et je vais vous dire, le début du livre, il est très émouvant. Vous parlez, comme vous nous l'avez dit il y a un instant, de votre maman, qui est en EHPAD, du grand âge, de la dépendance. Et très vite, vous faites le lien avec le confinement et ses conséquences. Vous dites, peu de temps après que ma mère s'en fut allée, est arrivée la chape de plomb du terrible confinement. Pour vous, on a l'impression, dans le livre, on a l'impression que ça reste un souvenir très, très pénible. C'est très pénible. Et vous voyez, là, je fais des dédicaces de livres et les gens ne me parlent que de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu cette phase, après le confinement, de consolation, de récit de ce que les gens ont vécu, de réparation. Et on a besoin d'être consolé, de réparer quand on a subi une épreuve terrible. Et en particulier, le leitmotiv tous les soirs, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait le nombre des morts tous les jours, à un moment, je me suis dit, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas dans l'appareil d'État quelqu'un qui dise, mais arrêtez avec cette comptabilité mortifère, donnez-nous au moins les gens aussi qui sont soignés, ayez au moins un mot de condoléances. Parce que derrière les chiffres, c'est quand même des gens qui perdaient un être cher. Il n'y avait pas un mot de condoléances, c'était ce que j'appelle, ce que je décortique et j'explique, c'est la politique par la peur. C'est-à-dire, on fait peur aux gens pour qu'ils obéissent. Mais non, on est un peuple majeur. On est des gens responsables et je suis sûre qu'on aurait fait... Pour vous, la France, c'est encore un pays majeur? On est un pays majeur, mais on est traités comme des mineurs. Ouais. Vous voyez, on est traités comme des enfants qui ont fait peur pour qu'ils obéissent. Et ça, c'est très nocif. Vous avez presque... Parce que quand les gens ont peur, ils perdent de leur énergie, ils perdent de leur capacité d'invention, ils perdent de leur capacité de résistance. C'est comme quand on élève un enfant. Si on lui fait peur ou si on lui dit demain sera pire qu'aujourd'hui, mais on lui fait peur, il ne peut pas grandir sereinement. Un peuple, une société, c'est pareil. Si on ne l'encourage pas, si on ne lui dit pas il y a un horizon, il y a un objectif commun, on va équilibrer les choses, on va participer sur la façon de faire et sur la façon de procéder, à ce moment-là, on peut grandir collectivement. Vous dites dans le livre une phrase qui est très forte. Avec sans doute ce triste calcul, prévoyons et annonçons le pire, même mensonger, pour avoir ensuite la reconnaissance du pire qui n'arrive pas. Ça, c'est une attaque... c'est grave, ça. Voilà, c'est grosse attaque contre le gouvernement. Je rends public la circulaire sur les menaces de coupure de courant. Tout le monde a eu peur. On se dit, mais comment la France est-elle devenue aussi bas qu'on nous annonce des coupures de courant, même sur les respirateurs artificiels? Vous vous souvenez de ça? Je me rappelle, bien sûr. Et en fait, c'était faux. Il n'y a pas de possibilité de couper le courant, puisqu'on ne peut pas couper le courant dans les zones interconnectées où il y a des sites majeurs, par exemple comme les hôpitaux, comme les lieux de survie. Donc c'est impossible, on ne pouvait pas couper, c'est faux. Et en plus, il y a un potentiel de production suffisant. Et je raconte que quand j'étais ministre de l'Énergie, tous les ans, le directeur d'EDF venait me voir en disant qu'il faut peut-être annoncer des coupures de courant, puis rouvrir les centrales à charbon. Justement. Je disais, mais non, vous êtes payé pour délivrer le courant, l'électricité. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous quittez votre poste et je nomme quelqu'un d'autre. Et jamais j'ai... Justement, vous avez été ministre de l'Énergie, justement, Ségolène Royal. En ce moment-là, on voit plein de boulangers, de petits magasins, de gens qui sont obligés de fermer parce qu'ils ont des factures d'électricité qui font qu'ils ne peuvent pas tenir. Est-ce qu'il y a, aujourd'hui, vous connaissez bien le sujet, qu'il y a des solutions pour ces Français qui ont vu leur facture d'électricité multipliée par 10. Et vous vous imaginez bien, un boulanger, quand il est à 1 000 € et que c'est par mois, ça devient 10 000 €, il peut pas, les baguettes, ils les vendent toujours le même prix. Donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui des solutions parce qu'on n'en parle pas assez, mais chaque jour, il y a des boulangers qui ferment. Je vous le dis, chaque jour, il y a des boulangeries qui meurent. Et ils ne pourront pas revenir après, c'est terminé. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une urgence incroyable là-dessus. Est-ce que vous savez que si le gouvernement fait quelque chose ou pas? Parce qu'on a l'impression que là, franchement, c'est un marasme total pour les boulangers notamment. Mais pourquoi ça arrive? Pourquoi alors? Pourquoi est-ce que certains ont eu leur prix de l'électricité multiplié par 10? C'est parce qu'il y a une privatisation de la vente de l'énergie à cause des règles européennes. Et ça, c'est pas normal. Donc il faut absolument réformer le marché européen qui a imposé la privatisation, c'est-à-dire que des opérateurs sont venus sur ce créneau, même des opérateurs qui, par exemple, Total est venu sur ce créneau de rachat et de vente d'énergie, puis vous vous souvenez des publicités? Bien sûr. Sur quitter EDF, et puis venez, même les centres Leclerc, à un moment, ont fait de l'énergie, et puis même, par exemple, pour rester sur cet exemple, les centres Leclerc, le jour où ça ne leur a pas rapporté suffisamment, ils ont quitté le marché, et les gens se sont retrouvés sans électricité et sans opérateurs énergéticiens. Donc il y a eu des prédateurs qui sont venus
sur ce marché de l'achat et de la revente d'énergie, alors que c'est les Français qui ont payé les centrales nucléaires, c'est les Français qui ont payé pendant des années la production d'énergie, et il n'y avait aucune raison d'accepter cette privatisation. Donc il y a des solutions en reprenant le contrôle national de la production et de la vente de l'électricité. Alors, vous revenez aussi dans votre livre sur les moqueries ou les attaques dont vous avez été victime, même dans votre propre camp, lors de la campagne de 2007. Vous dites, on me dit, mais qui va garder les enfants ? Je n'avais pas mesuré à ce moment-là le ressort profond de jalousie de cette attaque lorsque j'ai été candidate à la présidentielle. Ce n'était pas anecdotique. Par le truchement d'une violente contestation de compétences, le renvoi aux tâches domestiques, s'occuper des enfants, c'était la contestation d'une intrusion dans un monde censé être réservé aux hommes. Vous vous rappelez que sur 180 chefs d'État dans le monde, il n'y a qu'une quinzaine de femmes. Et c'est vrai que vous étiez pas loin. C'est vrai que face à Nicolas Sarkozy, vous n'étiez pas loin, Ségolène. Et est-ce que vous avez senti une grande jalousie ? Qu'à un moment, on a senti quand même qu'il y avait une dynamique. Est-ce que vous avez senti qu'il y en avait même dans votre camp qui se disaient oui. On n'a pas envie qu'elle gagne. Oui. Hein, autant autour de mon adversaire, ça faisait bloc. Ouais. Là, voir émerger une femme, oui, il y a plein d'hommes qui se sont dit, mais non, c'est pas sa place. Et c'est vrai qu'une première femme au second tour de l'élection présidentielle, c'était pas anecdotique. Et malgré ces oppositions, ces dénigrements, y compris dans mon propre camp, j'arrive quand même au second tour de la présidentielle. Vous faites un beau score, d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que c'est quand même une réussite. Et vous avez pensé à un moment, vous avez dit à un moment, je vais arrêter, je ne vais pas y aller ? Non. Non, jamais. Jamais. Ouais. Jamais. Non, parce que vous avez la responsabilité après des gens qui vous suivent. Vous y avez cru ? Qui croient en vous. Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit, je vais gagner ? Oui, je pense, oui. Ouais. Bien sûr. À quel moment ? À Charletti, par exemple. Ouais, c'est ça, je me rappelle. Au meeting de Charletti avec tous les artistes. Bien sûr, ouais. Vous sentiez qu'il y avait une dynamique. Quelles sont vos relations avec Nicolas Sarkozy ? Je le rencontre pas, non. C'est vrai, pas du tout. Non, mais c'était une belle campagne. Bien sûr. C'est vrai que c'était une belle campagne. C'était une très belle campagne. Moi, je vais vous dire, moi, j'aime beaucoup Nicolas Sarkozy aussi. Ouais. Je vous aime beaucoup, mais je suis aussi ami avec lui. Non, mais c'était une belle campagne. C'est vrai que c'était une belle campagne. Il y avait deux idées, il y avait deux incarnations, bien sûr, exactement. Il y avait deux personnalités. Oui, c'était pas un vote de barrage pour empêcher l'extrême droite. Ouais. Non, il y avait un vrai choix. Il y avait un vrai choix. Pour moi, je vous le dis, c'est la dernière belle élection. Je le pense vraiment. Il y avait deux propositions. Parce que je vous dis, parce qu'après, il y a eu François Hollande face à Nicolas Sarkozy. C'était plus contre Nicolas Sarkozy. Exactement. C'était contre, on votait contre. Exactement. Et à chaque fois, au deuxième tour, on a voté contre. C'est la dernière élection où là, il y avait deux projets. Et on se disait, on vote pas contre, on vote pour l'adhésion. Exactement. Et les 47% qu'a fait Ségolène Royal, c'était de l'adhésion. C'était je vous dis. Donc c'est vrai que pour moi, c'est la dernière grande élection. Est-ce qu'il y a certaines remarques, certains agissements qui vous ont particulièrement marqué en politique ? Est-ce qu'il y a des hommes, parce que c'est un milieu où il y a énormément d'hommes. Est-ce qu'il y a eu des comportements un peu lourdeaux ? Beaucoup. Ah ouais, vraiment ? Beaucoup. Sexistes. Genre quoi ? Vaut mieux les oublier. Hein, vraiment, il y en a un qui vous est resté en tête ou pas ? Vaut mieux tourner la page. Moi, j'en ai un. Ah oui ? J'en ai un. C'est mieux que lui, c'est mieux que les autres, lui. Allez-y. À l'Assemblée, on vous avait traité de vache folle. Oui, de vache folle. Ouais. Ah oui ? Ça, c'était violent, je trouve. C'était violent, oui. Inadmissible. Ouais. Inadmissible. Bien sûr. Et à l'époque, parce qu'il y avait une commission d'enquête sur les farines animales, vous vous souvenez de ce scandale des farines animales ? Bon, moi, j'étais élue députée des Deux-Sèvres, donc très rurale. Et donc, j'étais membre du bureau de cette commission. Et il y a effectivement un député qui dit ça fera une vache folle au bureau. Et personne n'a bougé. Ouais. Ni dans votre camp, d'ailleurs. Bien sûr. Voilà, personne n'a bougé. Et aujourd'hui, moi, je me réjouis quand même de l'évolution, parce qu'aujourd'hui, ça serait plus possible. Il y aurait des sanctions. C'est vrai. Quand même, il y aurait plus de solidarité. Bien sûr. En 2006, vous avez été au cœur d'attaques parfois misogynes, même au sein du PS. Ah oui, beaucoup. Vraiment beaucoup. Ah oui, beaucoup. Ah oui. Genre quoi ? Les hommes se demandaient ce que je faisais là, quoi. Je sais pas. Par exemple, Michel Rocard avait dit non, mais vous n'allez pas confier la France à Ségolène Royal. C'est comme confier un poids lourd qui transporte de l'énergie nucléaire à quelqu'un qui n'a pas le permis de conduire, par exemple. Où il y avait toujours ils avaient inventé, mais ça, c'était plus du côté de mon adversaire. Vous savez, elle fait des bourdes. Dès que j'y sais quelque chose, elle fait des bourdes. Ouais. C'était malin en termes de communication, parce que ils avaient conçu bourde qui rime avec gourde. Donc c'était une attaque à mon intelligence, au fond.
C'était une femme est forcément idiote. Mais il voulait vous faire perdre. Elle dit que des bêtises. Oui, c'est ça. Moi, je pense que même dans votre camp, Ségolène Royal, il y en avait beaucoup qui voulaient vous perdre. Bien sûr. Ah, mais je vous dis, moi, je parlais avec beaucoup de gens à l'époque qui étaient. Et tous. C'est ça, c'est souvent dans le propre camp aussi qu'on vous met le plus de difficultés, de peau de banane. Hein. Les amis sont pires que les ennemis. Exactement. Oui. Non, on lui a savonné la planche. Ah, bien sûr. Clairement, hein. Oui, bien sûr. parce que j'étais une femme et que les hommes se disaient. Non, c'est pas sa place. Et donc j'étais une intruse finalement. Ouais, c'est ça. J'ai osé transgresser au fond un interdit du droit à accéder aux responsabilités. Et finalement, ça a aussi ouvert la voie à plein de femmes. Je pense que vous étiez, se sont dit, vous étiez la meilleure candidate en 2007. Hein, excusez-moi de dire ça. Je vous lis dans leur camp, dans votre camp. Je pense que vous étiez la meilleure candidate. J'ai gagné. En plus, j'ai volé à personne parce que j'ai gagné les primaires. Donc il n'y a même plus de débat. À un moment, d'ailleurs. C'est ça. Mais je pense qu'il est arrivé. Dominique Strauss-Kahn, bien sûr. un beau débat de haut niveau. Entre Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn, je vous dis, c'était pas des. Je vous dis. J'ai gagné au premier tour avec 60% des. Non, je vous dis, c'est énorme. Bien sûr, il faut bien. Les gens pouvaient venir voter en. C'est important de le rappeler. Non, mais je vous dis, c'est important de le rappeler parce que c'était pas face à deux tocards. Non, mais je le dis. Non, mais c'est vrai. C'était pas volé. Ségolène Royal, est-ce que vous pensez. Est-ce qu'un des. Parfois, en la nuit, vous rêvez que vous avez été élu? Ou est-ce que pour vous, c'est. Ah non, non. Ça reste un traumatisme ou ça reste un beau souvenir? Mon fils. Ça reste un beau souvenir pour vous? La campagne? C'est magnifique parce que c'est un dialogue avec le peuple, avec les gens, c'est extraordinaire, une campagne présidentielle. Vous le referiez? Une campagne présidentielle? Oui. Bien sûr, je le referais s'il fallait. Pourquoi vous ne vous présentez pas en 2027? En 2027? Parce que vous voyez ça, je ne vais pas tomber dans ce piège. Non, mais... Parce qu'on va dire non, mais... Vous voyez, parce que c'est tout le contraire de ce que je recommande d'ailleurs dans le livre. En disant, les gens sont tellement fatigués, vous voyez, des égos et des itinéraires personnels. Je ne sais pas, c'est l'histoire qui décidera. C'est le moment qui décidera. Moi, je ne demande rien. J'ai mon expérience politique, j'ai ma passion pour le pays, pour la démocratie participative, pour l'écologie, c'est tout. Donc, vous parlez de la brutalité dans la politique. Vous dites la brutalité de ce monde politique avec un exemple assez fou, vous en parlez. Vous avez vu votre domicile saccagé par 2 fois. J'ai subi ces saccages sans vol, juste pour faire peur et sans doute pour me décourager de la politique, car à ce moment-là, en 2008, je suis désignée comme la mieux placée pour gagner la présidentielle. Quelques temps plus tard, le plan de mon domicile et de ses accès sera retrouvé dans le coffre de Bernard Squarcini, ancien directeur du renseignement. C'est fou, ça. C'est fou. On vous a fait peur, on voulait... fait peur. Ouais. Les petites affaires de ma fille étaient alignées sur son lit, comme ça. Comme la mafia, comme la mafia. Et pendant la campagne, tous les ordinateurs de toute mon équipe rapprochée ont été volés la même nuit. C'est-à-dire qu'il y a eu il y avait des barbouzes qui sont spécialistes des intrusions sans effraction et qui font des méthodes de mafieux, d'intimidation. C'est dur parfois la politique. Et j'ai rien dit parce que je me suis dit, je vais susciter des réactions de dingue qui vont dire on peut rentrer chez Ségolène Royal. En plus, mon adresse avait été mise partout dans la presse. Vous avez préféré ne rien dire. Je suis obligée de me taire dans ces cas-là pour éviter. Vous le dévoilez dans le livre. C'est vrai que ça, c'est une histoire folle aussi. C'est très fort. Vous parlez aussi, alors je ne vais pas dévoiler tout le livre, mais c'est vrai que c'est vraiment très très fort, tout ce que dit Ségolène. Vous parlez aussi, énormément de fraternité et d'amour. Vous allez aussi sur un sujet inattendu, parler de la Marseillaise. Oui. Pour vous, les paroles doivent être repensées. Cet appel à l'amour est inscrit dans notre devise républicaine, la fraternité, beaucoup moins, il est vrai, dans les paroles de notre hymne national qui avait du sens à l'époque, mais pour lequel de nombreux enseignants, en s'adressant à la ministre de l'enseignement scolaire que j'étais, confiaient leur difficulté d'expliquer et de faire aimer ces paroles qui, dans les temps présents, mériteraient sans doute d'être repensées sans tabou. Pour vous, il faut repenser. C'est un tabou, justement. Avec cet hymne de la Marseillaise, moi, que j'ai, pour la première fois à gauche, d'ailleurs remis dans les meetings, donc c'est un hymne révolutionnaire, ce qui avait un sens quand cet hymne a été conçu. Vous connaissez sans doute les belles paroles de Louise Michel, la communarde révolutionnaire, qui disait tous les matins, elle chantait la Marseillaise dans sa classe et elle en pleurait parce que c'était l'idée, aux armes citoyens, le sang impur, c'était contre les armées de l'étranger qui voulaient venir en France écraser la Révolution. Et aujourd'hui, tellement souvent, quand j'étais ministre de l'enseignement scolaire, j'entendais des enseignants dire « mais c'est compliqué d'apprendre la Marseillaise parce qu'on dit aux enfants « égorgez vos fils, vos compagnes, le sang impur qui abreuve vos sillons ». Et même dans le sport, c'est difficile parfois pour les sportifs de chanter ça, ils ne comprennent pas le sens des mots. Et quand on regarde, et donc ça mériterait d'être complété, et quand on regarde les paroles des hymnes des autres pays, c'est sur le progrès, sur la fraternité, sur la fierté, sur l'amitié. Vous voyez, c'est des choses qui
qui transporte, qui est en bas. C'est trop guerrier, c'est trop... Voilà. Bah, quand vous isolez les paroles, si vous voulez, le sang impur, égorger vos fils, vos compagnes, c'est assez violent. Donc les enseignants disaient, mais on apprend la non-violence aux enfants et on n'arrive pas à leur expliquer ça. Bon, c'est ni urgent, ni... mais c'est pas ça qui change les choses, mais ça serait une belle démarche, peut-être avec des enfants et des adolescents, d'ailleurs, et des sportifs, de réfléchir, de repenser ces paroles pour qu'on ait un destin commun. Vous avez regardé Emmanuel Macron hier ? Oui. Vous l'avez trouvé comment ? J'ai trouvé qu'il ne répondait pas à la détresse aujourd'hui du peuple français. Vous auriez fait quoi, vous ? Vous auriez fait quoi, vous ? J'aurais retiré la réforme pour apaiser. Vous pensez que c'est une connerie, la réforme d'ailleurs. Pourquoi tous les présidents ont voulu la faire et tous les présidents ont dit que c'était nécessaire de faire cette réforme ? Ils sont tous revenus en arrière et Emmanuel Macron est le seul qui va au bout. Oui, mais au bout, le problème, c'est pas de réformer pour réformer, c'est de faire de bonnes réformes. Vous pensez que c'est pas une bonne réforme ? Pour les Français, parce que on est là pour la plupart contre ici en plus, mais est-ce que c'est vraiment une mauvaise réforme pour les Français ? Parce que si on écoute le gouvernement nous dit on est obligé de la faire, sinon il y a même Emmanuel Macron, il dit moi de toute façon je suis élu encore jusqu'en 2027. Donc si je voulais être aimé, j'aurais pas fait cette réforme. Franchement, j'ai pas besoin de la faire. Ça m'amène que des merdes. Il le dit, c'est vrai. Oui. Donc voilà. Donc il le fait. Il dit c'est pour le bien des Français. Est-ce que c'est vraiment pour le bien des Français ? Non. Alors pourquoi il le fait ? Pourquoi il le fait ? Ça fait souffrir les Français. Pourquoi il le fait ? Parce qu'il l'a dit et qu'il n'ose pas reculer. C'est ça, vous pensez que c'est que ça ? D'abord, il a dit au début du quinquennat qu'il ne toucherait pas à l'âge. Il le fait quand même. Il dit qu'il y a besoin de financement. C'est faux, puisque le système est équilibré, comme l'a dit Donc c'est une réforme idéologique qu'on lui a imposée au niveau européen. On dit au niveau européen, et vous regardez, il faut que la France recule sur les services publics parce que le modèle français n'est plus conforme au libéralisme. Il faut tout privatiser, c'est plus efficace. Mais non, on est en France, on a notre histoire, on a nos services publics et il n'y a aucune raison qu'on en rabatte sur l'école, sur l'hôpital, qui attendent des remises à niveau, sur la retraite, sur la sécurité sociale, qui ont été construites par nos parents, nos grands-parents, après la guerre, à un moment où la France avait beaucoup moins de moyens qu'aujourd'hui. Donc comment ça se fait qu'on nous dise aujourd'hui qu'il n'y a plus d'argent, alors que ces acquis sociaux ont été construits à la Libération, à un moment où la France n'avait plus rien. Et d'autre part, quand les Français voient les profits boursiers, les profits financiers qui explosent, la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes financières, Total qui ne paye pas d'impôt en France, mais l'argent, franchement... On peut le trouver quand même sur les profiteurs de crise, notamment le secteur de l'énergie, le secteur de la banque, le CAC 40. Franchement, que de prendre 2 ans de vie aux gens, surtout dans les métiers les plus difficiles. Les plus pénibles. Vous voyez, mais ce que je crois, c'est qu'il pensez juste que c'est parce que c'est limite, il veut pas reculer. Il a dit, je l'ai dit, je le fais. C'est ça, et c'est ça, et c'est très nocif. C'est très mauvais, c'est le problème, parce qu'on est entre les mains d'un seul homme. Vous voyez, il y a une espèce de dérive autocratique. On s'en fiche finalement de ce qu'il pense. Je vais vous montrer une vidéo. Parce qu'il y a une scène incroyable qui s'est déroulée hier soir, juste après l'allocution du président. Il est sorti dans la rue et il était avec Brigitte, qu'on embrasse, et il a fini par chanter un chant pyrénéen avec des jeunes qui l'avaient interpellé. Regardez. Vous voulez venir avec nous chanter ? C'est vrai ? Qu'est-ce qu'on chante vous-même ? Le refuge, on prend le refuge. On la chante avec vous alors. Avec vous, c'est vrai. Dans la montagne, un refuge perdu, entouré dans l'eau claire des lacs verts et lunes. C'était une petite image, voilà. Alors, c'est vrai que ça fait énormément parler. Après, bon, voilà, il s'est fait interpeller. Il semblerait en plus que le groupe avec lequel il chante n'est pas un groupe... Voilà, après, après les mecs, toujours... Alors, je voudrais vous faire réagir sur un autre fait d'actualité. Vous savez que c'est mon ami, mais vous pouvez tout dire. Marlène Schiappa, qui a fait la couverture de Playboy. Vous êtes prononcé là-dessus. Pour vous, il ne fallait pas la faire. Qu'est-ce que c'est qu'être ministre ? Elle ne serait pas ministre, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Bon. Mais qu'est-ce que c'est qu'être ministre ? Être ministre, c'est avoir un devoir d'exemplarité, quelque part. Mais donc, poser dans un journal, dont le fondateur est quand même un sale type, puisqu'il y a eu quand même des problèmes d'agression sexuelle, etc. Un journal qui fait quand même du corps des femmes une marchandise,
tout le monde est libre de le faire, de poser, de l'acheter, de le vendre. Mais quand on est ministre, quand on est mère de famille en plus, non, on fait pas ça, on choisit pas ça, vous voyez. En plus, un journal qui était en cours de faire faillite. Non, il y a quand même. Alors, ils ont vendu plus de 100 000 exemplaires. Ouais. C'est un carton total. Ils font 30 000 d'habitude. C'est déplorable. En 3 jours. Si vous voulez, il y a peut-être d'autres supports de presse qui étaient encouragés. Mais vous voyez ce que je veux dire. Après, je me fais l'avocat de Marlène Schiappa. Ouais. Elle a dit elle-même, elle a choisi ce support pour justement qu'il y ait vraiment un retentissement sur les causes qu'elle défend. Elle s'est dit, et c'est vrai qu'on n'en a jamais autant parlé, puisque dans l'interview, elle parle beaucoup de toutes les causes qu'elle défend. Elle se dit, en faisant ça, je vais quand même interpeller les gens, ils vont l'acheter et ils vont voir de quoi je parle. Moi, j'aime bien la cohérence, vous savez, dans la vie. J'aime bien les valeurs cohérentes. Donc, un journal qui fait du corps des femmes une marchandise, une ministre qui défend soi-disant les droits des femmes et qui est ministre en plus, ne fait pas ça. Alors, justement... Est-ce qu'elle aimerait bien que sa fille, un jour, pose nue dans Playboy ? Non, mais... Je ne pense pas qu'on ait envie de ça pour ses enfants. Après, moi, je la défendrai toujours, Ségolène, vous savez. Mais c'est vrai que voilà, les photos, en plus, elles sont pas très sexy. Ça va, ça passe. Une ministre peut faire des photos comme ça va, c'est sobre. Oui, mais c'est le support qui vous gêne. Après, voilà, en tout cas, là, il faut être cohérent, si vous voulez, parce qu'il y a tellement d'incohérences. On ne sait plus où sont les valeurs, on ne sait plus où la hiérarchie de ce qui est important, de ce qui n'est plus. S'il n'y a pas de repères, mais vous savez qu'on lui disait, tout s'effondre. On lui disait la même chose à Marlène Schiappa, qui a été la première invitée politique à venir ici. Et c'est vrai qu'elle a montré que voilà, les autres sont venus derrière. Et plein de gens lui disaient aussi, c'est pas la place d'une ministre. Elle est venue, et c'est vrai que c'est très bien passé. Et après, plein de ministres ont suivi. Et vous savez que tous les candidats, vous la défendez. Pratiquement tous les pratiquement tous les candidats à la présidentielle sont venus. Mais c'est vrai que voilà, Marlène Schiappa. Après, c'est bien. Par ailleurs, mais je suis sûr que vous l'aimez. Vous l'avez déjà rencontré? Oui, elle m'a demandé d'ailleurs conseil. Sympa, hein. Alors. Elle est sympa. Très sympa. Ah non. Je vais organiser un déjeuner. Ça me fait plaisir. On a décidé de revenir avec vous aussi sur l'affaire Quatennens. Vous savez, le député LFI qui a été condamné pour violence conjugale le 13 décembre dernier. 4 mois après, on a appris qu'il réintégrait la France Insoumise. Vous trouvez ça normal? Ce que je trouve positif, si vous voulez, c'est que le fait de frapper sa femme soit devenu un fait de société et susciter une sanction. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, ça faisait rigoler. Ou ça passait à la trappe, on disait « Oh oui, ben, c'est pas grave ». Vous savez, ce fameux dicton là, scandaleux, c'est frappe ta femme, si tu ne sais pas pourquoi, elle le saura. Voilà, on entendait ça avant. Donc je préfère retenir ça en disant « Ben voilà, il y a une sanction ». Bon, après la réintégration, il n'est pas réintégré dans des responsabilités. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à ce moment-là, tous les parlementaires qui ont fauté par rapport à la loi, à ce moment-là, doivent être aussi sanctionnés. Ah oui. Il y en a un qui a été pris avec de la cocaïne, un autre qui a été pris pour agression sexuelle, un troisième qui a quand même eu l'investiture de son parti. Vous voyez, à ce moment-là, il faut traiter tout le monde de la même façon. Donc bon, c'est quoi vos rapports avec Jean-Luc Mélenchon? Pas mauvais. Pas mauvais, hein. Ben, moi, si vous voulez, je trouve que il subit un excès de critique, ce que je comprends, ça c'est la vie politique. Mais moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont engagés, qui travaillent, qui ont des choses à dire. Alors, parfois avec excès, mais c'est aussi sa personnalité. Vous avez voté pour qui, vous? Ou à la présidentielle? Ben, pour lui. Pour lui, bien sûr, vous l'avez dit. Oui, j'ai dit. Pensez qu'il aurait fait un meilleur président qu'Emmanuel Macron? Ben, je pense que l'union de la gauche était absolument nécessaire pour avoir, comme on le disait tout à l'heure, au second tour, quelle que soit son opinion, un vrai choix de société. Qu'est-ce que vous dites? Parce que le vote barrage... On est aujourd'hui dans un chaos complet en France, alors qu'il y a eu un vote barrage. Qu'est-ce que vous dites? Il aurait dû y avoir un rassemblement. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent que Jean-Luc Mélenchon est le plus dangereux? Mais dangereux tous les candidats? Son programme, ses idées, ses crises de colère, voilà, tout le monde dit que Jean-Luc Mélenchon, tout le monde dit que c'est... Moi, j'entendais tout le temps, c'était Mélenchon, tout le monde me dit, si Mélenchon arrive au pouvoir, on quitte la France. Oui, mais ça, c'est pas des arguments... Vous voyez, ceux qui disent ça, c'est pas des arguments politiques. Il faut qu'ils s'opposent au... Il faut qu'ils articulent un argumentaire. Ce qu'il dit sur la police. Ce qu'il dit sur la police, par exemple, il faut désarmer la police. La révolution. Ah oui, la révolution. Et aujourd'hui, vous trouvez que c'est pas dangereux, la situation dans laquelle on est? Et vous voyez la catastrophe. Est-ce que vous avez vu la presse internationale? On peut pas bien sûr. Non, mais Jean-Luc Mélenchon serait au pouvoir. Il y aurait une situation comme ça en France. Ah bah oui, je dirais démission. Il y aurait une presse internationale aussi catastrophique. Mais je pense que ça aurait été pire avec Jean-Luc Mélenchon. Ah bah évidemment. Ah, je vous le dis. Non, mais... Avec un discours pareil, quand même révolutionnaire. Vous êtes pour désarmer la police? Ne caricaturez pas entre eux. Il faut juger les gens sur les actes. Ah oui, mais bon. On nous disait Macron n'est pas dangereux. Vous avez vu la situation dans laquelle on est? Non, moi j'ai vu. Écoutez, c'est une souffrance tous les jours.
pour tous les Français, quelle que soit leur opinion politique. On allume la télévision, c'est une souffrance. Bien sûr, de voir les gens mutilés, les manifestants frappés, les policiers blessés, les commerçants désespérés, l'explosion du prix de l'énergie, l'inflation qui n'est pas maîtrisée. Mais où vous êtes comme Jean-Luc Mélenchon, vous êtes le désarmement. Vous êtes pour le désarmement de la police, vous y croyez à son histoire, Jean-Luc Mélenchon? Je suis pour une police républicaine. Désarmer la police? D'ailleurs, j'écris dans mon livre, je suis pour une police où on ne dit pas aux policiers que le peuple est un ennemi. Vous voyez, et je suis pour une police. Vous pensez qu'on leur dit ça? C'est pas ce qu'il leur dit, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, justement, ce qu'il dit, il dit la police est un ennemi pour le peuple. Il y a quand même un discours très virulent sur dégager les places publiques, etc., sur la base d'arrêtés illégaux. Il y a eu quand même un arrêté qui a été pris par le préfet de police qui interdit les rassemblements nocturnes, mais on est en République. Le droit de rassemblement, cet arrêté a été annulé. Mais non. Si. Mais oui, mais il y a une escalade de la violence. On a le droit de manifester. Regardez les images même des femmes qui sont frappées à terre. Non, mais ça, on l'a montré ici. C'est inadmissible. Bien sûr, mais Jean-Luc... Je vais vous dire une chose, il n'y aurait pas la réforme des retraites, il n'y aurait pas de manifestation, donc il n'y aurait pas de besoin de policiers, donc il n'y aurait pas de répression, il n'y aurait pas... Non, mais c'est ça, on repart de la réforme des retraites. Ça part de la réforme des retraites, exactement. Une bonne gestion d'un pays doit permettre de ne pas avoir de manifestation. C'est assez simple, d'avoir la paix sociale. Donc toutes ces exactions... Vous ne pensez pas que Jean-Luc Mélenchon se réjouit du chaos? Absolument pas. Ah oui, vous êtes sûr? Absolument pas. Mais pourquoi voulez-vous se réjouir du chaos? On le connaît un peu, voilà, on le voit, c'est ce qu'il prône. Regardez, vous croyez que c'est agréable? Parfois, voilà, oui. Personne. Mais comment est-ce que même un président de la République, vous seriez président de la République ou président de la République les uns ou les autres, vous voyez ça à la télé, vous dites non. Non, bien sûr. Sur cette réforme, honnêtement. Ah oui. Mais pourquoi la gauche n'a pas supprimé la réforme quand on est passé de 60 à 62 ans? Bah non. Si, on a intégré les facteurs de pénibilité, ce qui fait que tous les métiers pénibles peuvent partir à 60 ans, et on a fait la durée de cotisation. Et la première chose qu'a fait Emmanuel Macron en arrivant, c'est de supprimer les critères de pénibilité et de supprimer l'indexation des retraites sur l'inflation. Avant, les retraites augmentaient automatiquement avec la hausse des prix. C'était très protecteur, ça. Ça a été supprimé, soi-disant, pour sauvegarder le système de retraite. Et à chaque fois, il y a une nouvelle réforme, soi-disant, pour sauvegarder le système de retraite. Je vais vous dire, c'est idéologique. C'est pour faire peur aux gens. C'est pour que les gens aillent vers les assurances privées. Les retraites, c'est 340 milliards d'euros. Oui. Et donc les assurances privées et les banques veulent mettre la main sur ce pactole. Et c'est comme pour l'hôpital public. Si l'hôpital public se dégrade, eh ben, l'hôpital privé va prendre la clientèle et faire payer les gens. Et dans cette révolte dans la rue, ça va au-delà des retraites, c'est-à-dire que les Français ont compris qu'il y avait un déclin et que si on ne stoppait pas cette réforme des retraites, d'autres choses allaient basculer. Vous voyez, c'est une façon de dire stop. Stop, on ne veut plus que ça décline, on veut remonter la pente. Moi, je crois qu'on peut remonter la pente. C'est ça l'objectif. Ségolène Royal, refuser la cruauté du monde. Je voudrais terminer par cette phrase, qui est magnifique, qui est une phrase très importante, je trouve. Si le climat avait été une banque, il aurait été sauvé depuis longtemps. C'est dans le livre de Ségolène Royal. Elle parle du climat. Ça, c'est très fort ce qu'elle dit, parce que je suis complètement d'accord avec elle là-dessus. Merci Ségolène Royal d'avoir été avec nous. Refuser la cruauté du monde, le temps d'aimer est venu. Merci à vous d'avoir été avec nous.